Chers amis, chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, on va parler des relations intermittentes, ce qu'on appelle aussi également les relations on-off. Je suis pas très bon en anglais, mais ça, on-off, je maîtrise. M'en demandez pas plus, s'il vous plaît. On va parler effectivement de ces relations on-off, dites intermittentes. Qu'est-ce que ça génère? Il y a quoi derrière ça? Alors, il y a plein de choses à analyser, plein de choses à comprendre, bien évidemment. Il y a tout un tas de confusions qui sont faites, ou du moins, certaines personnes interprètent de manière extrêmement large ce que sont les relations on-off, à chacun son interprétation. Une rupture, une reprise. Puisque la première fois, quand la relation démarre, finalement, ça ne compte pas. On ne peut pas considérer que c'est une reprise, puisque c'est un démarrage. Donc, une rupture, une reprise. Deux ruptures, deux reprises. Vous voyez ce que je veux dire? La grande problématique des relations intermittentes, dites on-off, eh bien, c'est la multiplicité des ruptures et la multiplicité des reprises. Alors, c'est une vidéo générale, comme d'habitude, qui très vite va rencontrer des éléments casuistiques. Voilà, que vous avez, vous, à disposition, pour ceux qui regardent cette vidéo et ceux qui ont déjà vécu ce type de relation-là. C'est questionnant. Vous allez voir, on va y revenir, on va essayer d'analyser un petit peu ça, parce que l'intérêt, c'est pas de parler d'un sujet, c'est de l'analyser. Hein, on est bien d'accord. On va parler d'un sujet, voilà, on achète un magazine, il parle du sujet, on ferme le magazine, c'est bon, on a compris ce qui se passait. Non, ce qui me paraît intéressant, c'est d'analyser, d'essayer de saisir ce qu'il y a derrière tout ça, finalement, qu'est-ce qui est susceptible d'expliquer tout ça. C'est ça qui est intéressant. Et je crois que c'est ça qui vous intéresse. Alors bien sûr, ça pose des questions. Depuis combien de temps cette relation, elle dure? Quand on parle de relation intermittente ou on-off, c'est toujours un global. D'accord? Mais dans le global, hein, c'est comme la théorie des ensembles. Hein, vous avez un grand ensemble et puis vous avez plein de petits ensembles, des sous-ensembles. Voilà, c'est pareil. C'est pareil. Sans vouloir faire des mathématiques, je préfère les maths que l'anglais, je vous le dis tout de suite. Donc, donc voilà. On est dans une théorie des ensembles, si on regarde les choses de manière extrêmement générale, effectivement, depuis combien de temps vous êtes dans une relation on-off? Donc, depuis combien de temps vous êtes dans une relation intermittente? Bon. Eh bien, et ensuite, une fois qu'on a saisi ça, cet ensemble, bien évidemment, eh bien, on regarde le détail. Combien il y a eu de ruptures? Comment les ruptures sont faites? Est-ce qu'il y a bien le mot de rupture qui est prononcé? Est-ce que c'est pas dit? Il y a rupture et rupture. Il y a la rupture avec un petit R et il y a la rupture avec un grand R. Bien évidemment, quel est le problème que le couple rencontre à ce moment-là? Est-ce que la rupture de la première fois ou de la deuxième, c'est la même pour la troisième, quatrième et cinquième, et ainsi de suite. Voilà. On peut parler, d'ailleurs, on peut se poser la question, hein, on peut gloser, on peut toujours essayer de comprendre à partir de combien de ruptures et de reprises on peut parler finalement d'une relation intermittente. Ça va dépendre, ça peut être extrêmement ramassé, ça peut être étalé sur les années, mais à partir du moment où, allez, un couple se sépare, il se remet ensemble. On peut pas parler de relation intermittente. Bon, un couple se sépare 2 fois, il se remet ensemble. Ah, là, effectivement, j'aurais tendance à penser qu'il y a des éléments en jeu, il y a des enjeux qui font qu'il y a quand même eu 2 séparations avec la même personne, on est d'accord. On peut y voir une notion d'intermittence, c'est-à-dire quelque chose qui ne va jamais au bout puisque ça s'arrête, mais qui finalement ne s'arrête jamais vraiment puisque ça reprend. Voilà, une forme, plus qu'une forme d'intermittence. Donc à partir du moment où on est dans du 2 ruptures, 2 reprises, effectivement, il y a bon nombre de questions à se poser. La phase de séduction était une phase importante, capitale, on est bien d'accord, mais on ne peut pas la considérer comme une phase de reprise, puisque le couple n'a pas d'histoire, il n'a pas d'historicité, il n'a pas de vécu, et il ne s'est pas rendu compte de ce qu'il était capable de faire, de vivre, de partager dans cette configuration psycho-affectivo-émotionnelle. Alors, bien évidemment, à partir du moment où il y a deux ruptures, et donc 2 reprises, eh bien, il y a un risque d'engrenage, bien évidemment. C'est d'ailleurs bien ça le problème, c'est le risque de l'engrenage. Parce que quelque chose qui se dissocie 2 fois, et qui se réassocie, qui reprend 2 fois, eh bien, certes, c'est pas la structure idéale, on est bien d'accord. D'abord, ça ne répond pas au problème que ce couple ou ces couples rencontrent. Soyons d'accord là-dessus. Donc je vois pas comment ça pourrait fonctionner compte tenu qu'on n'a toujours pas saisi ou que les personnes n'ont pas saisi le fondement de leur problématique, de ce qui se présente à eux et qui effectivement ne les unit pas, ne les réunit pas, ne les maintient pas unis. Voilà.
Donc, ouais, le risque, c'est l'escalade. C'est-à-dire que, puisqu'on s'est quitté 2 fois et qu'on a repris 2 fois, on peut se quitter 3 fois. On peut se reprendre 3 fois, et ainsi de suite. Et le grand risque, il est là. Indépendamment de ça, qui n'est pas une définition, c'est une explication. Alors, c'est un schéma, bien évidemment, très toxique. C'est un schéma relationnel très toxique. Ça ne veut pas dire que l'autre protagoniste est toxique. Ça ne veut pas dire que vous l'êtes vous aussi pour autant pour l'autre, mais ce type, cette modalité, ce schéma de fonctionnement est excessivement toxique. Selon moi, bien évidemment, les relations intermittentes, on-off, elles ne sont pas, selon moi, j'insiste bien là-dessus, parce que vous trouverez des interprétations différentes, elles ne sont pas à confondre, ou du moins à inclure, plus inclure que confondre, elles n'incluent pas, selon moi, 2 types de relations spécifiques, on pourrait en trouver d'autres, mais notamment les relations sans engagement. Effectivement, je ne dis pas le contraire, dans une relation sans engagement, on se voit, et puis après on se voit plus, on se promet rien, on s'est rien promis. Effectivement, ce sont des relations sans risque, on est bien d'accord, je suis dans le plaisir, je ne suis pas dans la contrainte, voilà, je veux les avantages sans les inconvénients, je veux cultiver ma solitude d'une certaine manière, prendre du temps à moi, ce qui n'est pas impossible dans un couple, mais bon, c'est toujours une histoire d'interprétation des histoires de couple et de relations. À quel degré l'élément du couple est une entrave à votre bien-être. Voilà, tous les éléments d'un couple ne sont pas forcément sclérosants. Vous êtes tout à fait libre de faire bon nombre de choses au cœur de votre couple, tout simplement. Donc passez du temps pour vous à faire ce que bon vous semble dans un couple. Ça me paraît presque normal, basique à la limite. Voilà. Sauf si vous avez quelqu'un avec vous qui effectivement exige à ce que vous passiez tout votre temps avec lui ou elle et que vous fassiez tout ensemble, là il y a un problème. C'est pas le couple qui va avoir un problème, c'est cette personne-là qui a le problème d'être en couple et qui finalement ne sait pas s'organiser par elle-même et forcément dépendante, on est bien d'accord, de l'autre membre du couple. Donc là on est d'accord, mais un couple n'empêche pas de s'épanouir. Donc c'est toujours intéressant cette philosophie de celui qui dit voilà, moi je ne me mets pas, je ne m'engage pas parce que finalement je garde ma liberté pour pouvoir passer du temps avec moi-même. Oui, alors je ne dis pas que forcément, si vous êtes en couple et que vous voulez recevoir des amis, vous êtes obligé d'avoir l'assentiment de votre partenaire. On est complètement d'accord. On n'impose pas des amis. Vous êtes obligé d'avoir l'avis de l'autre, ce qui est le bon sens près de chez nous, si je puis dire. Dans ces relations sans engagement, on pourrait y voir effectivement un côté on-off, mais là où je vais être, entre guillemets, c'est-à-dire que moi je vais pas avoir cette interprétation-là. Je vais être un tantinet contestataire, n'est-ce pas? Ça m'arrive. C'est que pour moi, la relation intermittente, on-off, elle a un arrêt. Il y a bien une rupture et puis il y a une reprise. C'est la lecture que je veux avoir et c'est ce que les gens racontent. Et les gens en souffrent d'ailleurs de ça. Les personnes en souffrent d'ailleurs de ça. La relation sans engagement, elle ne présente pas une rupture et une reprise. Elle est sans engagement, elle s'installe dans le temps. Il y a des espèces de breaks qui ne sont pas déterminés en tant que tels. Il n'y a pas de décision péremptoire, on se quitte, on s'arrête et tout ce qui s'ensuit. Voilà, il y a peut-être un peu de décrochage et après tout, celui qui décroche, c'est pas très politiquement correct, mais celui qui décroche estime qu'il n'a pas de compte à rendre puisqu'il ne s'est pas engagé. Ce sont peut-être 2 choses différentes, ça. C'est pas parce qu'on ne s'engage pas auprès de quelqu'un qu'on n'a pas, à un moment donné, un minimum d'informations à lui donner en fonction de ce qui se passe. Ça, je pense que ce sont 2 choses différentes. Malheureusement, il y a une confusion des genres qui se fait dans cette société. À partir du moment où je ne me suis pas engagé, j'ai pas de compte à rendre. Il n'est pas question de compte à rendre. Il est question de faire comprendre l'état d'esprit dans lequel on est, de manière à ce que l'autre en ait l'information. Parce que l'autre pourrait avoir une interprétation fondamentalement différente, et puis il pourrait attendre quelque chose et qu'il ne comprendrait pas d'ailleurs s'il n'a pas l'information et l'explication. Donc, une relation sans engagement n'offre pas le droit, libre à vous, le droit est ailleurs, le droit il est dans le code civil, dans le code pénal, et ainsi de suite, voilà, le droit relationnel, de ne pas dire à l'autre ce qu'il en est quand effectivement vous passez à autre chose. Voilà, ça me paraît quand même le minimum de bienséance dans notre société actuelle qui en manque considérablement, inutile de vous le rappeler. Voilà, donc pour moi, la relation sans engagement, elle n'est pas pour moi une relation on-off. Pourquoi? Parce qu'elle ne rencontre pas une vraie rupture. Voilà, parce que, alors s'il y a rupture, ça voulait dire qu'il y avait engagement. Voilà. Mais il n'y a ni l'un ni l'autre. Il n'y a ni « ok, on est ensemble » et il n'y a ni « ok, on arrête ».
Donc, je ne considère pas que les relations sans engagement soient des relations intermittentes. Non, il y a une forme, espèce de trame commune, mais elle s'arrête parce qu'effectivement, elle ne répond pas aux deux critères principaux de la rupture et de la reprise. Quelqu'un qui est dans le non-engagement, on peut pas parler de reprise puisqu'il n'était pas engagé. Et puis puisqu'il n'a pas rompu. Vous saisissez, c'est technique, mais c'est important qu'on comprenne ça. Très bien. C'est mon avis. Ensuite, il y a une autre situation avec laquelle, à mon avis, il y a une confusion des genres notoire qui s'opère et qui, pour moi, ne répond pas à la définition de ce qu'est une relation intermittente, une relation dite on-off. Eh bien, ce sont ces gens qui, alors, sont en couple. Un jour, il faudra que je fasse une vidéo sur le couple, j'en ai déjà fait plein, mais je vais y revenir. C'est quoi un couple? Il n'y a pas besoin d'habiter ensemble. Il n'y a pas besoin d'habiter ensemble pour faire couple. Non. L'engagement, c'est pas l'engagement, je prends un contrat, on se marie, on prend une maison, on habite ensemble, et ainsi de suite. Non, ce sont des formes d'engagement, voilà, qui s'ajoutent à celles qui ont été préalables. L'engagement numéro 1, mais alors de très loin. Le numéro 2, il est à 100 bornes de l'engagement numéro 1, vous voyez la distance, voire 1000 bornes. L'engagement numéro 1, c'est je t'aime, je suis avec toi, on est ensemble. Ah, faut que ça soit partagé, hein, on est d'accord. Voilà, il est là l'engagement. L'engagement, c'est pas de signer un bail d'habitation, hein, ou un contrat de vente, voilà, pour acheter un 4 pièces en banlieue, ou dans la ville, peu importe. Voilà. Non, l'engagement, être en couple, c'est on est ensemble. Je t'aime, tu m'aimes, dis-le-moi que tu m'aimes, et on est ensemble. C'est pas la question d'habiter ensemble. Il y a des couples qui ont vécu 10 ans sans habiter ensemble, ils se sont très bien débrouillés. Mieux que certains couples qui se sont mis à habiter ensemble au bout de 3 mois et tout est parti en sucette. On est bien d'accord là-dessus. Bon. Donc, être en couple, pour moi, c'est un engagement affectif. Tu me plais, on se plaît, on c'est toujours dangereux, hein, on s'est parlé à la place de l'autre, hein, faut jamais faire ça. Tu me plais, je t'aime, j'apprécie d'être avec toi, je suis bien avec toi. Si l'autre vous tient le même discours, effectivement, on peut s'engager dans le couple. C'est ça, un couple. On n'a pas besoin d'habiter ensemble. Alors, bien souvent, vous trouverez aussi, enfin j'en parle, c'est toujours la même chose, c'est pas parce qu'un couple n'habite pas ensemble qu'il est dans une relation intermittente. Non, alors sous-entendu, on habite ensemble, c'est on se voit pas pendant la semaine, off. Non. Il n'y a pas de rupture, c'est pareil. Pourquoi, effectivement, j'ai tendance à regarder cette interprétation-là comme fallacieuse, si je puis dire, à mes yeux, c'est qu'elle ne présente pas, elle ne répond pas à la politique, à la définition du « ça s'arrête, ça reprend ». Vous comprenez ça? Donc, effectivement, les relations sans engagement ou les relations où on n'habite pas ensemble, pour moi, ne répondent pas à cette logique, à cette forme de définition d'un couple qui, certes, est ensemble, se quitte, se remet ensemble et tout ce qui s'ensuit. Voilà, ça c'est ma vision à moi des choses. Soyons pragmatiques, il faut que les choses collent à une réelle définition, sinon effectivement dans ce cas-là, n'importe quelle situation de la vie répond à n'importe quoi. Voilà, mais tout est une histoire d'interprétation. Donc, hein, les interprétations, voilà, c'est propre à chacun. Voilà, moi je vous donne la mienne. Bon, vous le savez, un couple, parce qu'on ne peut pas parler des relations intermittentes, sans parler, effectivement, sans traverser de manière superficielle cette notion du couple. Un couple, c'est une équation. Un couple, c'est A plus B égale C. Voilà, C de couple. Tiens, ça tombe très bien. A, c'est la nana, voilà, elle s'appelle Anne ou Antoinette, enfin peu importe, voilà. B, c'est le mec, donc B, il s'appelle Bernard, Bruno, voilà. Donc Antoinette, Anne ou Antoinette plus Bruno égale C, le couple. Voilà. D'où cette rhétorique que j'aime beaucoup, 1 plus 1 égale 3, l'entité féminine, 1 plus 1, l'entité masculine égale 3, une troisième entité, le couple. Le couple, cette troisième entité, est la résultante effectivement de A plus B ou de 1 plus 1. C'est une image métaphorique mais qui me parle énormément, parce qu'elle est vraie. Alors justement, quand on reprend cette équation A plus B égale C, C, c'est la résultante de A plus B, on est d'accord, on va pas faire des maths, hein, on est d'accord, c'est la résultante. C est produit par l'addition de A plus B. Qui est A, qui est B? On ne peut pas s'intéresser à C
sans s'intéresser à A plus B. C'est pas possible. Puisque C, c'est la résultante de A plus B. Vous comprenez? C'est super simple. A, c'est la nana, B, c'est le mec, C, c'est le couple, c'est la résultante. Voilà, c'est une équation. Vous vous souvenez? Cinquième, quatrième, troisième, tout ça. Bon, ok, les équations. C'est génial, les équations. Voilà. Un couple, c'est une équation. Je rentre pas dans à une inconnue ou à deux inconnues. Non, voilà. Bien que. On est dans une formule générale. C'est impossible de s'intéresser à C, équation, c'est une équivalence, l'équation, voilà. A plus B égale produit la valeur numéraire de C. Voilà. Donc, C n'est que la résultante de A plus B. Qui est A, quelle est la valeur de A, qui est B, quelle est la valeur de B, et ainsi de suite, et on y va, et en voiture Simone, et on va pas aller plus dans le détail, parce que ce qui m'intéressait, c'était l'idée. C'est-à-dire que C, si est la résultante de C, c'est pas la constitution du couple qui me paraît intéressant, là. C'est pourquoi le couple, finalement, il rencontre des ruptures régulières et récurrentes. Qu'est-ce qui se passe chez A et chez B pour que ça génère des ruptures récurrentes? Pourquoi l'équipe ne se fait pas ou elle se fait mal ou de manière extrêmement fragile? Parce qu'à chaque fois que ce couple, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a eu ces ruptures? Pourquoi ce couple n'apprend-il pas de ces ruptures? Pourquoi ne parvient-il pas à les surmonter? Quelles sont ces problématiques-là? Est-ce que c'est la même à chaque point? Est-ce que ce sont des problématiques différentes? Et ainsi de suite. Voilà, ça, ce sont des questions. Il n'y a pas d'interrogation possible de cette valeur qu'est C, la résultante, le couple, sans effectivement s'intéresser à ce qu'est A. Alors quand je dis ce qu'est A, vous avez compris, c'est l'histoire de A. Qu'est-ce qu'elle a vécu? Qu'est-ce qu'il a vécu? C'est quoi l'homme, c'est plutôt B. Mais c'est une métaphore, les amis mathématiques, c'est pas la question. Mais qu'est-ce que chacun a vécu? Et dans cette résultante, effectivement, ça va produire un couple, très bien, mais un couple qui rencontre des difficultés et qui périclite. C'est ça le souci. C'est pas le fait qu'il y ait un couple, c'est bien, qu'il y ait quelques soucis, malheureusement, dans un couple. Bon, c'est pas bien, c'est pas souhaitable, mais ça arrive. Et toute la question, effectivement, c'est comment le couple réagit. Voilà, comment cet esprit d'équipe, il est là, il reste, et comment on a envie finalement de gagner ensemble. Quid de cette solidarité face aux difficultés? C'est comme une équipe de foot, c'est pas un problème. Quand il y en a un qui a fait une connerie en défense, on rentre pas dans le vestiaire en disant « Mais t'as vu, on est mené 1-0 à cause de toi, mais c'est de ta faute. » C'est mort, l'équipe est terminée. C'est même pas la peine de retourner sur le terrain pour la deuxième mi-temps. C'est même pas la peine. On a tous œuvré au mieux, jusqu'à preuve du contraire, et on fait équipe, on fait front. La connerie de l'un va être rattrapée par le collectif, par le global. Ça, c'est important de le comprendre. Un couple, c'est pareil. C'est pas une erreur, on peut faire des conneries, les mecs, on est d'accord. Là, parce que l'erreur footballistique est une erreur involontaire. Le mec a pas fait exprès. Voilà, dites pas, ah bah tiens, j'ai trompé ma femme, donc j'ai fait une erreur involontaire, donc le couple va permettre effectivement de dépasser l'erreur. Faut arrêter. J'ai parlé d'une erreur involontaire, c'est-à-dire qu'il n'a pas été produit par quelque chose de volontariste. On est bien d'accord, voilà. Après, quand vous faites des choix dans votre vie, bien évidemment, il faut les assumer, ça me paraît important, mais c'est pas forcément au couple de réparer l'erreur de l'un. On est bien d'accord. Voilà, c'est très important de comprendre tout ça. Bon, pourquoi ces couples intermittents, effectivement, ne parviennent pas à faire équipe, à rester unis, et ils se désagrègent, et effectivement, ils finissent par se quitter. Alors, pour se retrouver quelques temps après, alors ils butinent peut-être l'un butine à droite, l'autre butine à gauche, peu importe, mais ils finissent par se retrouver. Alors, pourquoi ils se retrouvent? Ça les rassure. Ça vient les redensifier un petit peu, les renarcissiser, j'en sais rien. Il y a une relation d'objet à objet qui ne me paraît pas la meilleure, mais il y a des choses à comprendre. C'est pour ça que je vous dis depuis tout à l'heure. Mais en mode mathématique, c'est peut-être compliqué à entendre, et pourtant ça a le mérite d'être une simplicité absolument remarquable. D'ailleurs, bien souvent, les équations, on les appelle les identités remarquables. C'est formidable. Alors, les identités remarquables, c'est un mode de calcul, en fait, pour effectivement calculer une équation. Tant que A et B, tant que les deux protagonistes du couple n'auront pas saisi qu'il y avait une problématique en eux. Peut-être qu'ils l'ont vécu. Peut-être que leurs parents se mettaient ensemble, se déchiraient, se remettaient, et ainsi de suite. C'est pas impossible. Peut-être qu'avec eux-mêmes, on a fonctionné comme ça quand ils étaient plus jeunes. Un coup, je t'adore, t'es génial, t'es machin, je vis ma vie en fonction de toi, et un coup, honnêtement, tu comprends, va à l'école, fais ta vie, papa et maman, ils ont des problèmes, ainsi de suite. Qui vous dit qu'il n'y a pas déjà eu une forme d'intermittence relationnelle? Qui vous dit? Vous n'aviez pas pensé à ça? C'est une évidence. Je ne dis pas que c'est ça, mais il faut interroger ça. Mais bien sûr, parce qu'il y a forcément une explication.
Forcément, il y a toujours une explication. Qu'est-ce que ça représente en durée? Voilà, j'ai entendu, moi, parler d'histoire intermittente sur 10 ans. Il y a 4 ruptures. Peu importe, enfin, il y a 4 épisodes où effectivement les gens sont ensemble sur 10 ans. Je l'ai entendu sur 5 ans, je l'ai entendu sur 20 ans, peu importe, je l'ai entendu de manière extrêmement ramassée sur 1 ou 2 ans. Incroyable, enfin incroyable façon de parler, et il y a eu 5, 6, 7 ruptures. Incroyable, mais je l'aime plus que tout, voilà, mais puisque justement il y a l'amour, alors j'essaie de dire que l'amour c'est pas une garantie, on est bien d'accord, c'est pas une garantie de bienveillance, et des fois il y a beaucoup de malveillance au nom, façon de parler, au nom de l'amour. Hein, c'est pas les fautes de l'amour, c'est au nom de l'amour. Bon. Pourquoi, quand on s'aime, on n'arrive pas effectivement à solutionner un certain nombre de problématiques? J'ai pas dit que c'était évident, c'est pas parce qu'on s'aime qu'on va solutionner les problèmes. Non. Mais quand on s'aime, on va avoir tendance à faire équipe. Après, vous avez vos propres caractéristiques. Parce que s'aimer, c'est une chose. Faire équipe en est une autre. Trouver un consensus en est encore une autre. Le consensus, c'est forcément s'asseoir sur notre vision des choses ou la manière dont on aurait agi, parce qu'on a pris en compte les éléments émanant de l'autre. On est bien d'accord, voilà. Et ça, c'est pas une histoire d'amour, ça. C'est pas une histoire d'amour, je dis pas qu'aimer c'est le plus facile, c'est jamais simple d'aimer. Et c'est jamais simple d'être aimé. C'est beau, mais c'est pas simple. De toute façon, des trucs simples dans la vie, donnez-moi les adresses, hein. On y va tout de suite. Hein. Il y en a pas des masses, hein. Je vous le dis tout de suite. Bon, je sais pas pourquoi le mot simple et le mot facile sont dans le dictionnaire. Franchement, je ne vois pas où est leur véracité, finalement, dans notre univers usuel, relationnel et usuel. Si la rupture ne donne pas son nom, ou que la reprise ne donne pas son nom, effectivement, je suis pas sûr qu'on puisse parler d'intermittence. Voilà, les choses ont quand même besoin d'avoir une petite étiquette pour qu'on arrive à comprendre comment ça marche. S'il n'y a pas d'étiquette, ça me paraît difficile. L'étiquette, c'est ce qu'on se raconte, et c'est l'engagement potentiellement qu'on peut prendre ou pas. Voilà. Après, attention à cette relation d'objet. L'autre, c'est quoi? L'autre, c'est pas votre faire-valoir, c'est pas votre souffre-douleur. C'est pas parce qu'on est habitué à être 5 ans, 10 ans avec quelqu'un, et qu'il se passe tout un tas de choses, des bonnes choses tant mieux, des choses moins bonnes tant pis, voilà, mais c'est pas, voilà, ok, ça fait 10 ans qu'on se voit, qu'on se remet toujours ensemble, donc on finira ensemble, ou on finira par se remettre ensemble une 5e fois. C'est tellement prédéterminé à l'avance qu'effectivement, il y a une chance sur 2 que ça se réalise, on est bien d'accord. Et ça, c'est presque de la logique, c'est le fameux engrenage dont je vous parlais tout à l'heure. La grande problématique, c'est effectivement, c'est quoi ce problème de couple? On est bien d'accord. Ce couple, d'ailleurs, il doit se faire aider. Si vous reprenez de nouveau une relation, faut assumer les choses, hein. Si vous reprenez de nouveau une relation comme ça qui est à forte tendance intermittente, hein, on-off, il faut se faire aider. Le couple ne voit pas tout, ne sait pas solutionner un certain nombre de problématiques qu'il rencontre. Mais néanmoins, il s'aime. Bon, ça me paraît un présupposé de base relativement intéressant. Il faut aller se faire aider. Il faut aller se faire aider parce que si effectivement vous ne vous faites pas aider par un thérapeute de couple, par exemple, eh bien effectivement, de nouveau, vous allez rencontrer une difficulté, le couple risque de péricliter. Tout simplement. Pourquoi il n'y a pas cette notion d'union? On en parlait tout à l'heure, d'ailleurs, je donnais quelques interprétations. Est-ce que ces enfants, ces personnes, quand elles étaient enfants, elles ont vu le couple très uni ou se dissocier très rapidement, et ainsi de suite. Et ça, attention à ça. Est-ce qu'elles ont été elles-mêmes très investies à un moment donné, et puis à un autre pas investi? Est-ce qu'il y a une forme de dépendance affective? Vous trouverez souvent d'ailleurs moi je l'ai remarqué dans mes consultations, vous trouverez souvent dans un des 2 membres du couple comme ça intermittent, il y en a un des 2 qui est souvent dépendant affectif. Donc tant qu'il voit que l'autre l'a vraiment rejeté et lui dit laisse tomber, il lâche, il finit par lâcher en étant très malheureux, il n'avance pas dans la vie, il ne refait pas sa vie. Et j'ai presque envie de dire, il n'attend qu'une chose, c'est que l'autre revienne. Il m'a déjà largué 3 ou 4 fois, il est revenu 3 ou 4 fois, donc il n'y a pas de raison, il va revenir. Je ne refais pas ma vie, il va revenir, ou elle va revenir. Voilà. Et ça, c'est un véritable souci, parce que cette dépendance affective qui se travaille, bien évidemment, c'est un vrai parcours thérapeutique, hein, ça. Hein. C'est pas, j'ai lu 3 bouquins, j'ai regardé 3 vidéos sur la dépendance affective, ça y est, j'ai compris quel est mon problème. Non, ça, c'est pas un travail, ça. On est bien d'accord. À un moment donné, il faut assumer. Vous pouvez rentrer dans une relation intermittente. Vous pouvez malheureusement en souffrir, parce que si ça recommence, vous n'allez pas être bien, vous allez être malheureux. Mais vous allez aussi vous plaindre de ce qui se passe. Mais il faut quand même que vous soyez conscient de quelque chose. Vous avez accepté de remettre le couvert d'un truc que vous connaissiez quand même relativement bien. Et quand ça a déjà pété 3 ou 4 fois, et que ça se remet ensemble, il y a quand même le risque, on est bien d'accord, c'est beau les rêveries nocturnes, ou diurnes, peu importe, mais il y a quand même le risque que ça périclite de nouveau. Donc c'est bien aussi d'assumer, de se dire, ok, c'est vrai, je suis retourné pour la 3e fois, ou la 4e fois, ou la 5e fois, ou la 10e fois dans cette relation-là, je savais très bien que ça pouvait ne pas fonctionner. Ça, je pense qu'il faut l'assumer aussi. C'est très important. Après, tout ça est le fruit d'un travail personnel. Pourquoi, effectivement, j'y retourne? Quel sens ça a que je reproduise cette relation où,
on se quitte, on se remet, on se quitte, on se remet. Et ces moments de vide, ces espaces-temps où vous êtes seul sans l'autre, et ça, qu'est-ce que, effectivement, vous en faites? Bien évidemment, il y a souvent des troubles de confiance, des problèmes d'estime de soi, appellation très chère à cette chaîne, bien évidemment. Et ça, tout ça se travaille parce qu'effectivement... Alors on peut toujours dire aux gens, vous aurez toujours beaucoup de gens dire oui, non, ça fait 8 fois, donc c'est pas la peine, n'y va pas, n'y retourne pas. C'est beaucoup plus complexe que ça, c'est pas le tout de dire aux gens, vas-y, fais ci, fais ça, fais pas ça. D'abord, les gens ne sont pas des marionnettes, déjà, et d'une. Et de deux, quand quelqu'un est pris affectivement par des sentiments extrêmement forts, eh bien, vous avez beau lui expliquer que ça c'est bien ou ça c'est pas bien, je peux vous garantir que l'appellation intellectuelle ne répond pas forcément au tissu émotionnel et au tissu affectif, affectivo-affectif. Voilà, donc attention, il y a toujours une dichotomie entre ce qui est dit et la puissance du sentiment, la puissance de l'affectif. On est bien d'accord. Donc le plan de dire rationaliser et dire non, fais pas ci, n'y retourne pas, attention, ça c'est de la réflexion, hein, on est bien d'accord, mais ça veut pas dire que ça va scléroser le tissu, le tempérament affectif extrêmement puissant, extrêmement violent, et voilà, on ne donne pas un verre d'eau à quelqu'un qui a faim, parce que ça ne répond pas de sa problématique. À quel degré il y a de la considération finalement là-dedans? À quel degré on peut se permettre de rappeler quelqu'un pour la 6e fois, 7e fois, 3e fois, 4e fois, et dire ah écoute, tu me manques, ça va toi, qu'est-ce que tu deviens, machin. Est-ce qu'on peut se permettre ça? Alors on vit dans une société au jour d'aujourd'hui, hein, tout le monde obéisse tout le monde, c'est bien le problème, tout le monde réifie tout le monde, voilà. Eh bien ça c'est le souci. Mais je pense que c'est pas très politiquement correct de le faire, mais la société a tendance à fonctionner comme ça. Attention à ce qu'on met en place pour soi, qui n'est pas forcément très bon déjà. Et puis, hein, quelle valeur on a de soi-même, quel respect on a de soi-même. Voilà, est-ce que tout est possible quand on se respecte et quand on a une valeur de soi? Je pense que non. Et surtout, comment on fait agir, interagir l'autre par rapport à notre problématique. Voilà, l'autre c'est pas le bouche-trou, c'est pas notre pansement, c'est pas à lui de boucher nos problématiques ou de combler nos vides ou nos manques. On est bien d'accord, ça se travaille. Attention à cette utilisation de l'autre. Ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Voilà, ce qui est important, voilà, le fait que le couple s'arrête et se remette ensemble constamment, voilà, il y a quelque chose à comprendre derrière tout ça. Hein, voilà, c'est le signifiant. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le signifiant. Sans vouloir faire du Lacan, moi j'ai été formé par les Lacaniens, mais notamment, et j'en suis fier, ça c'est le signifiant. On se quitte, on se remet ensemble, on se quitte, on se remet ensemble. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le signifié du signifiant. C'est la racine. C'est de comprendre pourquoi il y a ce signifiant-là. On est bien d'accord. C'est comme un symptôme. Symptôme, c'est le signifiant. Pourquoi il y a le symptôme? Ça, c'est le signifié du signifiant. C'est ça qui me paraît fondamental. Capital à comprendre. Parce que c'est ça qui compte. C'est pas l'élément qu'on constate. C'est effectivement qu'est-ce que ça raconte. Où est la racine de cette problématique-là? Quel est le signifié du signifiant? C'est ça qui me paraît important. Faire couple au jour d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est devenu extrêmement compliqué. Donc des relations à dites intermittentes, on-off, et les relations sans engagement dont j'ai parlé tout à l'heure, et ainsi de suite, il risque d'y en avoir de plus en plus, bien évidemment. J'ai pris un plaisir immensissime à vous parler de ça, je pensais pas vous en dire autant, bon bah tant mieux. J'espère que ça vous a été utile, voilà. Passez une bonne semaine, à la semaine prochaine pour un autre thème. À très bientôt, prenez grand soin de vous. Prenez surtout grand soin de vous. À très bientôt, je suis avec vous.